bientôt, il y a le salon Voice Tech qui va se tenir à Paris le 26 novembre. Je vous invite, ça va être un salon en visio, mais on peut s'inscrire et écouter. Mais il y a plein de choses sur la révolution de l'audio dans le digital qui vont être discutées et débattues. Et c'est des choses assez folles. On voit, et on le sait, que les assistants vocaux, ça commence à venir en France. Aux États-Unis, c'est déjà bien implanté, mais ça aussi, c'est une vraie révolution qu'il faut prendre en compte dans l'audio. Bon, avec les Google, les Amazon, les Apple, qui ont cette technologie-là. Et cette technologie-là, elle nous montre quoi? Elle nous montre que de plus en plus, l'intelligence artificielle, elle va nous permettre de discuter. Ça va être une discussion et ça va être de l'audio. C'est-à-dire que maintenant, il y a ce qui va être développé, ça va être du V-commerce. C'est-à-dire que on va avoir une enceinte à la maison, on va lui demander de nous jouer quelque chose, de nous proposer quelque chose, et derrière, si ça nous plaît, rien que par la voix, on va lui demander de l'acheter, en fait. Donc, on voit que de plus en plus, l'intelligence artificielle et l'utilisation d'Internet, elle va être assez conversationnelle, donc très tournée vers l'audio. Et c'est d'autant plus vrai quand je dis géolocalisé en mobilité, dans tout ce qui est véhicule automobile. C'est-à-dire de plus en plus, les constructeurs, ils vont intégrer de l'audio. Et c'est déjà le cas. Par exemple, il y a des marques comme Seat qui ont fait des partenariats avec Amazon et qui ont déjà intégré Alexa. Toutes les voitures neuves intègrent Alexa, c'est-à-dire que dans la voiture, on va pouvoir converser. Et Renault aussi, ils ont signé un partenariat avec Google pour intégrer l'intelligence artificielle de Google dans leur voiture. Ils ont même racheté une partie du groupe Challenge pour essayer de créer des contenus propriétaires de Renault qui vont être proposés uniquement dans les Renault, des contenus d'histoire, des choses comme ça. Enfin, ils sont en train de réfléchir à ça. Ça s'appelle l'AEX. Et ça, je pense que c'est très intéressant de se dire que, je prends mon cas, mais si on est sur la 13 en voiture et qu'il y a une intelligence artificielle qui dit tiens, il y a un podcast sur un sujet. Alors quand je dis un podcast, ça peut être n'importe quoi, ça peut être même une balade sonore, on va en parler tout à l'heure, mais ou un descriptif historique de la cathédrale de Louviers, etc. Ça va être proposé parce que je vais passer à proximité. Et ça va peut-être me donner envie de m'arrêter pour aller la voir. C'est pour ça que pour moi, c'est très intéressant cette révolution de l'audio digital au-delà du podcast dans le domaine du tourisme. Parce que les marques, elles vont y être. C'est-à-dire que McDonald's, quand on va passer, soit ils vont proposer... la voiture, elle va dire dans 1 kilomètre qu'il y a un McDonald's, ou elle va proposer un contenu que McDonald's aura imaginé pour donner fin aux gens, et on va s'arrêter. Dans le tourisme, c'est pareil. Je pense que il faut qu'on se dise il y a du conversationnel, on va passer à côté de choses extraordinaires, de territoires extraordinaires, qui ont des histoires, qui ont des prestataires, des gens, des portraits, des choses comme ça. Et si c'est des choses qui sont proposées dans les voitures, dans les maisons, en audio, parce qu'on va de plus en plus discuter avec l'intelligence artificielle et avec les ordinateurs, ça sera gagné. Je pense qu'il faut y être dans cette révolution-là. Alors, justement, pourquoi y être dans le secteur du tourisme? Pour moi, alors c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est dominé par l'image et la vidéo. C'est évident, c'est naturel. Et donc, faire de l'audio, c'est aussi une façon de se différencier un peu, parce qu'on a tous de beaux paysages, de beaux couchers de soleil, mais l'idée, c'est qu'au-delà de cet environnement, c'est intéressant aussi de partager, comme je disais tout à l'heure, de partager nos valeurs de façon un petit peu différente, de façon un petit peu originale. C'est vrai que ce n'est pas un sujet, l'audio, qui est encore très pris en main dans le secteur du tourisme. Et donc, ça fait aussi une petite différence qui peut être intéressante. Partager ses valeurs, pour moi, c'est essentiel. C'est ce qui va faire la différence. Encore une fois, on a tous des beaux couchers de soleil, on a tous des paysages magnifiques, même si chacun a ses spécificités. Et en plus de ça, partager ses valeurs, c'est très important. Encore une fois, je vous invite à aller voir
Simon Sinek et sa théorie du Golden Circle, qui explique que voilà, c'est aussi intéressant de montrer pourquoi on fait les choses, aussi bien que son environnement. Le conversationnel, comme je disais, voilà, je pense que le tourisme a vraiment de belles cartes à jouer sur cette révolution technologique qui est celle de la voix et de l'audio, parce qu'il y a vraiment de belles histoires à raconter dans le tourisme, que ce soit sur le patrimoine, sur les prestataires, enfin les acteurs du tourisme, tout ce qui fait que notre territoire et ce qui fait que la richesse d'un territoire, qui fait l'identité d'un territoire, tout ça, ça se raconte. Et il n'y a rien de mieux que la voix pour le raconter, pour moi. Alors, pourquoi un podcast en scène? Nous, encore une fois, on réfléchissait à ça depuis un petit moment. Ça nous titillait. Et puis est venu le Covid, est venu le confinement. On s'est tous retrouvés dans une situation, même si on est habitué aujourd'hui, qui a été très compliquée et très anxiogène. Et donc, comme tout le monde, dans le tourisme, on a cherché des leviers pour continuer à proposer des choses aux gens qui étaient enfermés chez eux, pour les inspirer, les faire voyager à travers leur écran, et puis aussi leur proposer quelque chose d'un peu récréatif, quoi, les faire penser à autre chose. Et nous, ça a été un des premiers leviers, ça a été ça, de se dire, on va leur proposer un truc qui va les détendre un peu dans cet environnement très anxiogène. Et donc, le côté un peu humoristique de notre projet, il vient de là, quoi. C'est vraiment... on était dans une période sombre, et on s'est dit, voilà, on va proposer quelque chose d'un peu léger, et ça fera du bien peut-être aux gens. C'était aussi notre volonté de traduire l'état d'esprit et tout ce qui est notre positionnement sur la partie fun du territoire. Encore une fois, on a tous ces sujets de sport, un peu de glisse, extrême, etc., qui nous définissent un petit peu. Et le fun pour nous, c'est aussi la légèreté, c'est aussi ne pas trop se prendre au sérieux. Et donc, on avait envie de partager ça, on avait envie de partager ces valeurs-là. Et puis, c'est aussi en direction d'une cible qui sont vraiment les jeunes urbains. Nous, voilà, très concrètement, on n'est pas très loin de Paris, on est à 1 heure de Paris et du bassin parisien. On a une offre de loisirs sur des sports qui sont assez fun. Et donc, on cherche à toucher cette population-là. Et donc, pour nous, on l'a vu tout à l'heure, les auditeurs de podcast, ça y correspond totalement. Ce sont des jeunes urbains actifs, CSP+, qui vont venir consommer, faire du sport, se retrouver dans des environnements naturels. Donc voilà, ça correspondait aussi très bien à notre cible privilégiée. Alors, qu'est-ce qu'on a imaginé? Alors, le concept, il n'est pas de moi. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est qu'on a beaucoup cherché pendant le confinement ce qu'on pourrait proposer pour raconter ces histoires, pour coller à tout ce qu'on vient de voir. On a fait des tests qui n'ont pas été très concluants. Puis, c'est une personne qui s'appelle Delphine Butelet, qui s'occupe du patrimoine à l'agglomération Seine-Nord, qui a soufflé cette idée de dire pourquoi on ne parlerait pas du patrimoine du territoire, des histoires du territoire de façon un peu décalée. Et du coup, c'est ce qu'on a imaginé. C'est-à-dire qu'on va se baser sur une histoire, sur un site, sur vraiment une des choses qui font la richesse touristique de Seine-Nord. Et puis, on va essayer d'en faire un récit, mais un récit un petit peu drôle. Alors, l'humour n'est pas toujours très partagé par tous, mais voilà, on essaie de faire un récit un peu humoristique. À ça, on va ajouter un petit travail de sound design qui va renforcer tout ça, voilà, avec des petits bruitages, des petits fonds sonores qui sont parfois en décalage avec le discours, voilà. Donc, pour nous, on essaie en tout cas de renforcer un petit peu
ce récit humoristique avec tout ce design sonore. Voilà, donc c'est un petit récit comme ça qui est vraiment entrecoupé et qui est mixé avec plein de petits sons, avec plein de petits beds musicaux. C'est un format qui fait plus ou moins 5 minutes. Pourquoi ? Parce que, moi j'ai toujours l'habitude de dire la longueur, le format, c'est celui dont on a besoin en fait. Et nous, on avait besoin de 5 minutes pour raconter ces histoires. Donc voilà, ça s'est imposé comme ça. Peut-être qu'après, quand on aura plus d'analytics et qu'on verra quel est le comportement des gens sur l'écoute des podcasts, eh ben, on va un petit peu ajuster tout ça. Mais pour l'instant, voilà notre format. C'est un rendez-vous qu'on a pensé dès le départ comme un rendez-vous récurrent, parce que l'audio, c'est vraiment un média pour nous d'habitude. On a l'habitude d'aller écouter des choses, et même si c'est moins vrai dans le podcast, ça le devient. C'est-à-dire qu'on est souvent sur des séries, et donc on va aller écouter des choses régulièrement, et on va aller chercher ce qu'on a l'habitude d'écouter très régulièrement sur les plateformes. Voilà. Je suis abonné à un podcast, et dès que j'ai le nouveau numéro, je vais aller l'écouter. Donc, c'est des choses qu'on va faire. Pour nous, l'idéal, pour moi, l'idéal, c'est il y a un par semaine ou un tous les 15 jours, c'est parfait. Malheureusement, on n'a pas tous le temps, et même nous, on n'a pas le temps de gérer ça parce que c'est quand même un peu de boulot. Donc, on va tenter sur un par mois, et puis on va voir, là encore, on va ajuster d'après les analytics. Et puis une diffusion multicanal, c'est-à-dire que voilà, on essaie de le diffuser, on verra un petit peu les supports, les moyens de diffusion du podcast. Mais bon, en tout cas, on le diffuse sur notre site, sur les réseaux et bientôt sur les plateformes de podcast spécialisées. Alors pourquoi ? Pour se différencier d'une part, c'est sûr, parce que, encore une fois, il y a peu de choses dans le tourisme. Il y a des choses sur le voyage dans le monde du podcast. Il y a eu une exploration. Il y a un office de tourisme qui avait fait un partenariat avec Alex Vizorek dans le sud de la France, qui avait fait un truc assez sympa. Mais bon, c'était un one-shot. C'était plutôt sur le mode reportage, voilà, en immersion. C'était assez chouette, assez drôle. Mais bon, ça a été une fois. Après, il y a beaucoup de choses sur le voyage. Moi, il y a un truc qui m'inspire beaucoup, ça s'appelle Les Baladeurs. C'est un podcast qui est très sympa, mais c'est du témoignage de personnalités qui, dans leur métier, vont voyager dans des environnements un peu étonnants et qui racontent un petit peu tout ça. Donc, c'est du récit, du témoignage qui est assez chouette. Il y a aussi du témoignage de jeunes qui vont faire des voyages autour du monde, le tour du monde à vélo, des choses comme ça. Il y a un truc très pro, je crois que c'est Tourmag qui fait un podcast, mais plus sur le business du tourisme. Enfin voilà, il y a du témoignage, il y a des choses comme ça, mais bon, sur des territoires, des mises en valeur de territoires, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'est aussi une façon de se différencier d'aller sur ce segment et sur ce secteur. Éveiller la curiosité, oui, parce que pour moi, c'est important. C'est un paramètre très important. C'est-à-dire que l'audio, ça ne montre pas tout. Et ça permet aussi, si on fait ça bien, en tout cas, de donner envie d'aller voir. Voilà, on raconte quelque chose. Et nous, on fait très attention. On a choisi d'ailleurs de ne pas montrer dans nos épisodes sur le visuel ce dont on parlait. Mettre une photo, on pourrait mettre une photo et dire, etc. Mais non, on fait exprès de ne pas le mettre. On met des petits dessins, des petits trucs comme ça, on le verra. Mais parce qu'on a envie que les gens se disent, tiens, cette histoire, elle est rigolote, elle est sympa, on va aller voir, en fait. Donc voilà, éveiller la curiosité, pour moi, c'est aussi un des paramètres importants de l'audio et de la voix. Apprendre autrement, c'est aussi parce que le fond du podcast, il est quand même sérieux, c'est des vraies histoires, hein, c'est des vraies histoires, des vraies dates, des vrais personnages, même si on n'en parle pas sérieusement, en tout cas le fond est sérieux. Et je pense que c'est une façon aussi d'apprendre des choses aux gens, de rendre un peu cette histoire-là un peu accessible, un peu sympa. Donc ça peut peut-être apprendre des trucs. Partager nos valeurs, voilà, encore une fois,
pour moi, c'est quelque chose de très important, que les gens viennent aussi pour notre environnement, mais aussi pour ce qu'on est. Et puis fédérer, parce que c'est de la proximité aussi, la voix. Ça favorise énormément la proximité. Et puis le ton léger aussi. Il y a un petit peu une connivence, il y a de l'empathie, une connivence qui se crée. Donc voilà, c'est aussi pour nous important de pouvoir fédérer cette communauté et puis aussi de faire de nos auditeurs des ambassadeurs. Hein. Voilà, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le tourisme, je crois, mais c'est nos auditeurs, il faut qu'ils aillent raconter aux autres qu'il faut aller écouter notre podcast. Pardon, la slide n'est pas très bien faite, ça m'a échappé, je suis désolé, mais sur la diffusion, encore une fois, on diffuse en avant-première sur les réseaux sociaux, justement parce que on veut offrir ça comme si c'était un petit bonus qu'on voulait offrir à ceux qui nous suivent déjà, à nos habitués, on va dire, entre guillemets, de dire, tiens, voilà, il y a ça qui paraît, on vous l'offre en avant-première. Alors, il y a un outil, je l'ai mis un peu plus loin, mais qui permet de transformer l'audio en vidéo et qui permet de les publier donc, sur les réseaux sociaux. Là, pour l'instant, on met l'intégralité du podcast, il fait 5 minutes. Ce n'est pas l'idéal sur les réseaux sociaux, 5 minutes, ça fait beaucoup. On voit bien qu'au bout de 3 secondes, en général, les gens ils passent à autre chose sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Donc, ce n'est pas l'idéal. À terme, l'idée, c'est vraiment de le publier et d'aller mettre un petit extrait ou un petit teaser sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça le bon truc. Mais bon, dans l'urgence, en tout cas, sur le premier confinement, etc., on l'a mis sur les réseaux sociaux. Bon, ça n'a pas trop mal marché malgré tout. Et puis, on le met, bien sûr, on a une page dédiée, on va le mettre en ligne sur le site parce que ces podcasts, il faut bien les héberger quelque part. Et puis, et ça c'est très très important, je pense, c'est la mise à disposition sur les plateformes de podcast. L'idéal, c'est même d'aller héberger son podcast sur l'une de ces plateformes, celles qui permettent en tout cas l'hébergement. Et puis derrière, d'aller s'inscrire, on verra comment un petit peu plus loin, s'inscrire sur toutes ces plateformes de distribution. Pourquoi ? Parce qu'il y a un bassin potentiel d'auditeurs qui est assez énorme. Et donc, même si on ne capte que 1% de ce bassin, ça peut déjà faire beaucoup d'auditeurs potentiels. L'identité visuelle, on voit, il y a un petit, il y a des codes entre guillemets, on fait ce qu'on veut, évidemment, mais comme vous voyez, voilà, on a essayé quand même de coller un petit peu au code du podcast. Pourquoi ? Pour rassurer, c'est-à-dire que rassurer, d'une part, on garde notre identité parce que Scène-Heure-Sonar, le visuel, il garde les codes de notre charte graphique, voilà, c'est nos couleurs, c'est notre typo, voilà, donc on garde notre identité et ça rassure les gens qui ont l'habitude d'écouter, enfin de consommer nos produits, nos publications, etc. Donc ils savent que ça vient de nous. Donc là, on réaffirme notre identité et puis c'est rassurer aussi les auditeurs de podcasts habituels parce qu'ils ne vont pas se retrouver perdus et ils vont se dire voilà, ça c'est des gens qui ont l'habitude et qui sont bien intégrés à l'univers du podcast. Donc peut-être que ça va les inciter justement à aller écouter notre podcast. Notre objectif, il est là, c'est évidemment de la notoriété et l'attractivité. Si on fait ça, c'est pour attirer les gens, pour qu'ils viennent découvrir notre territoire, qu'ils soient curieux, et puis qu'ils viennent faire des activités, qu'ils viennent passer des séjours chez nous. Voilà, je pense que tout ce qu'on fait, il va vers là. Et nous, évidemment, c'est renforcé par ce côté proximité du bassin parisien, mais malheureusement sur une vraie voie de passage vers le littoral. Alors, comment on a fait, avec quels moyens ? Pas avec ça, heureusement. Mais c'est tout bête. On était en plein confinement. Et en fait, j'ai envie de dire, il suffit d'avoir un truc pour enregistrer sa voix, quoi.
et après un ordinateur. Mais moi, honnêtement, le podcast, je l'ai fait sur mon smartphone. J'ai enregistré les voix, en tout cas sur mon smartphone. J'ai fait plein d'essais avec ce que j'avais sous la main. J'ai même quelques micros à la maison, mais ça n'a pas donné des trucs super. J'ai même essayé de brancher le micro sur l'ordi, mais le son n'était pas terrible. Et le mieux que j'ai trouvé pendant ce confinement, c'était mon téléphone portable. Donc, ça marche très bien. Ça peut marcher très bien avec ça. Après, on peut se fixer des contraintes et des objectifs de qualité, et il faut, je pense, se les fixer. En tout cas, pour démarrer, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'énorme ou un matériel très pro. Donc, vraiment, à minima, c'est un smartphone où on peut enregistrer sa voix. La plupart proposent cette fonctionnalité. Si on veut même, on peut même avec son smartphone aller prendre du son à l'extérieur. Voilà. Donc, il suffit de mettre un micro avec une petite prise mini jack, ça existe, un micro cravate ou des choses comme ça. Donc, on peut aller dehors pour prendre du son. Donc, ça, vraiment, sur un minima, à partir du moment où on a un rendu sonore qui est acceptable et diffusable, voilà, il suffit de l'écouter et de se dire que voilà, ça passe. On peut faire du podcast. Après, si on veut être un peu plus confort, on va dire, c'est la configuration de base. C'est ce que beaucoup de podcasteurs qui débutent utilisent. C'est un micro avec une prise USB, donc qu'on va brancher directement dans l'ordinateur. Il faut juste bien mettre en mode microphone externe. Il va vous proposer, quand vous branchez le micro USB, il faut aller chercher quand même le fait qu'on fasse un enregistrement en microphone externe. Mais voilà, on branche le micro sur ordinateur, on verra un logiciel, on lance le logiciel d'enregistrement et c'est parti. C'est bien d'avoir un casque, évidemment, pour s'écouter. Mais voilà, un micro USB, un ordinateur, un casque. Là, on est dans une configuration qui permet d'avoir du bon son. Un micro USB, ça ne coûte pas très, très cher. Donc, voilà, c'est des choses qui sont très accessibles. Et puis, si on veut être un peu plus confort, c'est ce vers quoi nous, on se dirige. C'est le matériel qu'on va commander. On ne l'a pas encore fait parce qu'effectivement, je me suis dit, j'ai un peu de temps devant moi et puis voilà, on se retrouve reconfiné. Donc, on ne l'a pas encore fait, mais on va bientôt investir là-dedans. Mais un enregistreur numérique, voilà, type Zoom, Zoom H4, H5, H6, il y a différents trucs, même H1, c'est très bien. C'est des petits enregistreurs de base. Ça coûte entre 100 et 200, voire 300 €, mais voilà. Un micro XLR. XLR, c'est des micros juste avec cette prise à 3 fiches. Voilà, il faut juste acheter le câble XLR qui va avec, évidemment. Donc, qui relie le micro à l'enregistreur de type Zoom. On peut en avoir plusieurs, parce qu'effectivement, il y a des Zooms où on peut mettre 2 micros, il y a des Zooms où on peut mettre 4 micros. Donc, on pose le Zoom, on branche les 4 micros sur 4 pieds, et là, on peut faire carrément une table ronde avec un son niveau pro. Voilà, donc pour quelques centaines d'euros, c'est vraiment du très bon matériel. Évidemment, il faut mettre en place des casques et puis enregistrer sur carte SD. Et derrière, voilà, on va pouvoir monter notre podcast. Donc voilà, sur on va dire, sur des configurations un peu maison, voilà ce sur quoi on peut jouer en termes de matériel. Après, c'est évidemment le montage qui se pose. Nous, on utilise Audacity. Audacity, c'est un logiciel gratuit que beaucoup de personnes qui travaillent dans le son et l'audio utilisent. C'est un logiciel qui a été développé par plein de gens qui participent à son élaboration. C'est participatif. Ça fait des années que ça existe. Il y a même des radios pro qui utilisent ce logiciel. Alors, des pros du son, ils vont aller sur des solutions beaucoup plus pro et très chères. Mais en tout cas, celui-là, vraiment, il fait très, très bien l'affaire. Il y en a d'autres, même sur Mac, GarageBand, des choses comme ça. C'est pas très différent du montage vidéo. Alors, c'est peut-être un peu le vrai sujet, le montage, parce que tout le monde sait s'enregistrer, tout le monde peut acheter du matériel, un micro et parler dedans, même aller faire des interviews, des choses comme ça. Le montage, ça demande peut-être un tout petit peu plus d'habitude, mais c'est pas plus compliqué que le montage vidéo.
dans le tourisme, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'offices de tourisme qui s'étaient lancés dans la vidéo, et donc voilà, il a fallu acquérir ces compétences-là. On a vu que c'était pas si sorcier. C'est la même chose, hein, avec un peu d'habitude. Peut-être qu'on va tâtonner. Il y a des tutos pour utiliser Audacity sur YouTube, donc on peut l'utiliser très facilement. Mais après, c'est une vraie question d'habitude. Après, quelques outils qu'on peut utiliser si on a envie, c'est des sons, si vous avez envie d'ajouter des sons, des bruits, des bruitages, des choses comme ça, ou pour faire un petit générique ou des choses comme ça. Ça, la Sonothèque, c'est gratuit. On peut télécharger des sons. Ça fonctionne sur des appels au ton. Donc, on peut donner un petit truc si on a envie. Mais c'est gratuit. Et Universal Soundbang et Soundfishing, il y a une partie des sons qui sont payants, mais il y en a une autre partie qui est gratuite. Donc, évidemment, le son qu'on cherche, il est toujours dans le payant, mais on va quand même trouver un truc sympa dans la partie gratuite. Sur la musique, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'utilise ça, Free Music Archive, voilà. Ou la librairie audio de YouTube qui est vraiment très bien. Je crois que maintenant, il faut quand même avoir un compte YouTube et une chaîne pour pouvoir y accéder. C'est nouveau. Moi, avant, j'y ai accédé sans ça, mais je crois qu'il faut maintenant le faire. Où là, faut juste faire attention aux licences, parce qu'il y a des musiques qu'il faut juste créditer. En général, c'est libre de droit, mais soit on est obligé de créditer, soit on a le droit de l'utiliser, mais sur du non commercial, du commercial. Enfin, il faut bien lire entre les lignes quand tu utilises un son. Mais bon, Free Music Archive et YouTube, c'est vraiment très bien. Et puis, je disais tout à l'heure, pour transformer son podcast en vidéo, c'est vid.io, podcast to vidéo online. C'est vraiment super pour les mettre sur réseaux sociaux ou sur YouTube, qui est une vraie plateforme où on peut mettre aussi de l'audio. Alors justement, sur la distribution, j'en terminerai là, on va bientôt arriver à la fin, mais d'abord, il faut héberger son podcast. Alors, il y a des solutions d'hébergement qui sont ceux-là. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Il suffit de taper sur Google héberger son podcast. Vous allez tomber sur des listes, etc. Le plus ancien, c'est SoundCloud, mais il y a aussi une solution française qui s'appelle Ocha, qui est vraiment très bien, mais qui est payante. PodCloud, Acast. Nous, on va choisir Acast. Voilà, c'est un nouvel acteur, un Anglais qui vient d'arriver sur le marché, mais qui propose d'héberger le podcast. Et puis, voilà, il y en a plein d'autres. Ça fonctionne un peu comme beaucoup d'outils du digital. Il y a une solution gratuite et puis une solution un peu plus premium à 10 € par mois et une solution pro à 50 € par mois. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. SoundCloud, c'est gratuit jusqu'à 3 heures de son. Ça veut dire que moi, si j'ai un podcast de 5 minutes, ça me laisse quand même un peu de marge avant d'arriver à 3 heures sur SoundCloud. Et puis après, c'est quoi? C'est 10 € par mois, je crois. Pourquoi c'est intéressant? Plutôt, on peut l'héberger sur son site, créer une page exprès pour héberger. Mais pourquoi c'est intéressant d'utiliser ces plateformes-là pour héberger son podcast? C'est parce qu'on va avoir des analytics qui sont fines. Nous, on l'a mis sur une page en attendant de nous mettre sur Acast. On l'a mis sur une page de notre site et je vois effectivement combien de gens vont aller sur la page, mais je ne vois pas des analytics fins dont j'ai besoin, c'est-à-dire où est-ce qu'ils vont écouter, combien de temps ils vont écouter, quel podcast ils ont écouté, à quel moment ils sont arrêtés, des choses qui vont me permettre d'affiner un petit peu mon éditorial par la suite. Donc, c'est là que c'est intéressant d'héberger sur ces sites. Et puis, l'autre avantage d'être hébergé sur ces sites de podcast, c'est que c'est la facilité de génération du flux RSS. Parce qu'après, on va avoir besoin du flux RSS. Sur ces sites-là, on fait un copier-coller, c'est-à-dire copier mon flux RSS. Voilà, il y a des boutons sur lesquels on appuie. Et ce flux RSS, ça va nous permettre d'aller nous inscrire chez les diffuseurs. Donc, tout ce qui est Apple Podcasts, iTunes va disparaître. Donc, c'est Apple Podcasts qui va perdurer. Deezer, Spotify, Stitcher ou même YouTube, on le disait tout à l'heure. Parce qu'il faut aller s'inscrire en collant
le flux RSS sur ces sites. C'est-à-dire, je vais sur Apple, je m'inscris, il va me demander un flux RSS. Et ça me permet quoi? Une fois que j'ai entré ce flux RSS sur Apple, Deezer, Spotify, etc., il y a quelques jours de latence avant que je sois définitivement inscrit et que j'apparaisse. C'est 3 jours sur Spotify, enfin 5 jours sur Apple, des choses comme ça. C'est-à-dire que ça nous permet que si je suis sur SoundCloud, par exemple, quand je vais rajouter mon podcast, un nouvel épisode de mon podcast sur SoundCloud, grâce au flux RSS, il va partir directement avec toutes les métadonnées sur tous les sites sur lesquels je suis inscrit. Donc, j'ai juste à ajouter sur SoundCloud et il va apparaître mon nouvel épisode avec mon nouveau visuel, etc. sur Apple, sur Deezer, sur Spotify, etc. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est un petit boulot au départ d'aller s'inscrire sur toutes ces plateformes-là. Mais après, c'est vraiment du temps de gagner. Je mets un peu Google Podcast à part parce qu'on ne peut pas s'inscrire sur Google Podcast. Comme beaucoup de choses sur Google, c'est un peu sur le système du référencement. C'est lui qui va aller voir et qui va dire « Ah tiens, il y a un podcast, il y a un audio là. Donc, je vais le proposer sur ma plateforme. » Donc, voilà un petit peu le système de distribution qui est un peu le nerf de la guerre. Et voilà. Et si vous voulez écouter Seigneur Chenard sans vous endormir, c'est par là que ça se passe. Merci. Merci beaucoup, Sébastien, pour ton intervention pointue, très pointue et très, très complète. Il y a quelques questions qui sont tombées dans le chat, alors pour laquelle tu as pu apporter quelques réponses dans ton intervention, notamment les Marion je pense que c'est Marion d'Evreux, et plusieurs Marion de connectés. Quel est le coût d'une diffusion sur les plateformes? Tu disais là, dans la distribution, il y a plusieurs choix, il y a du gratuit et du payant. Enfin voilà, c'est selon les volontés de chacun. Les visuels sont top. Qui les a réalisés? Alors là, on a la chance, comme on travaille adossé à une communauté d'agglomération, on a un service dans lequel il y a des graphistes. Okay. Et donc, parce que c'est vrai que ce sont des visuels de qualité et c'est vrai que ça a son importance. Ça a son importance pour susciter l'envie et la découverte. Océane, Terre de Nacre, est-ce que les dictaphones peuvent être utilisés? Why not? À partir du moment que ça enregistre, je pense. Bah oui, c'est ça. Moi, je suis un peu iconoclaste. Nous, le podcast, ça nous a coûté rien du tout. Hein. C'est-à-dire qu'on a pris ce qu'on avait sous la main. Et si on a un dictaphone et que le son est bon, c'est juste ça. C'est à partir du moment où on estime que le son est bon, ça suffit. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, les collègues? N'hésitez pas à relayer dans le chat. Avant qu'on passe au témoignage de Jason, qui lui a travaillé sur une autre solution de podcast homemade. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas, hein, même pendant l'intervention de Jason, si vous avez des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à les poser dans le chat. À titre d'info, il y a un article qui est paru le 28 octobre, hein, je reprends ça sur mon autre écran, sur le blog itourisme.info, que je pense que vous connaissez quasiment tous, qui était consacré au podcasting et la prise de son pratique. Dedans, en complément, alors il y a des outils que tu as évoqués, Sébastien, qui sont repris dans cet article-là, mais voilà, ils font pas mal de préconisations sur des micros, sur des logiciels utilisés. Alors, ils parlent d'Audacity, qu'on utilise également. Mais voilà, ça prend 5 minutes à lire et c'est assez intéressant et complémentaire de ton intervention. Zoé de l'OT Terroir de Caen, Seine-Maritime, qui nous demande est-ce que pour la promotion du dispositif, est-ce que tu le fais uniquement sur le web? Oui, je ne crois pas qu'on ait encore mis de la promotion sur nos éditions, etc. On le met sur le site et la promotion, on l'a fait pour l'instant uniquement sur les réseaux, en fait. C'est nos outils. C'est les outils qu'on utilise. On ne fait pas encore de campagne ou quoi que ce soit, mais oui, site et réseau pour l'instant. Moi, j'avais une question, c'est sur les thématiques abordées. Comment vous les choisissez? Est-ce que c'est un brainstorming d'équipe? Est-ce que, voilà, comment vous décidez des thèmes à aborder, des sujets? L'avantage, c'est que du coup, les gens
viennent apporter des sujets en se disant ah tiens, bah ça pourrait faire un sujet, ah ça pourrait faire un sujet selon voilà, les choses qui croisent dans leur quotidien, etc. Donc, on m'apporte des sujets comme ça. Delphine Butelet, qui s'occupe du patrimoine Seiner et qui est à l'origine du concept, m'avait dressé une liste de potentiels sujets. Et puis moi, je vais un petit peu explorer. Faut juste que j'ai assez de matière, en fait. C'est-à-dire que parfois, il y a des sujets qui peuvent être très intéressants, sur lesquels on se dit, il faut absolument que je fasse un podcast là-dessus. Et puis, malheureusement, je manque un peu de matière, d'infos, d'historique, de dates, de choses comme ça. Et donc, ça ne me permet pas de faire 5 minutes de podcast. Mais voilà, c'est des suggestions, du travail de recherche. C'est un peu tout le monde qui s'y met. Ok. Et qui écrit du coup? J'ai peut-être raté la réponse qui a déjà été énoncée. C'est moi qui ai écrit, c'est moi. Ok. C'est 100% géré en interne. J'ai mis dans le chat le lien vers l'article que je vous évoquais là sur le podcasting et prise de son. Voilà, 5 minutes à lire. Et puis, vous tapez également dans les moteurs de recherche podcast dans le tourisme. Vous avez quelques petits articles intéressants qui remontent. Et comme tu l'évoquais, hein, c'est des initiatives qui sont encore peu développées, notamment par les institutionnels. On en voit un petit peu plus dans le business, mais c'est vrai que là, on a une vraie mine dans tous nos territoires de pouvoir valoriser, tu l'évoquais rapidement, les sociopros, le patrimoine. Alors, ça me fait penser sur les radios locales, à un moment sur France Bleu Normandie, on avait Michel de Decker, je crois, qui était un historien, je crois qu'il est décédé pour monsieur, mais qui racontait des histoires justement sur la Normandie, un petit peu insolite et tout. Et ça, je pense que voilà, au niveau des offices de tourisme, on a des mines d'or sur les territoires qu'on peut valoriser. Et puis, la seule limite, comme pour les autres médias, c'est l'imagination, la créativité. Mais là, je pense qu'en tout cas, tu nous as bien inspiré et ton exemple est vraiment hyper abouti, hyper pro. Et félicitations en tout cas. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Jason, qui lui, donc sur l'Office de tourisme de Saint-Lô-Aglo, s'est lancé également dans la production de podcasts. Alors avec d'autres outils, d'autres méthodologies, ça nous paraissait hyper intéressant de voir que Jason travaille d'une autre manière, que c'est complémentaire. Et du coup, juste avant de commencer, Jason, excuse-moi, une dernière question qui est passée. Combien de temps ça te prend, Sébastien, pour faire des podcasts? Ça dépend aussi de l'inspiration, mais on va dire, c'est une bonne journée pour l'écriture, une bonne journée derrière aussi pour le montage, la recherche de sons, de bandes son, etc. Donc, je dirais, selon l'inspiration, entre 2 et 3 jours. Plein. Ok, ça marche. Bon, on reviendra sur les autres questions en fin d'intervention. Jason, je te laisse la parole pour le Oui, Saint-Lois. oui. Alors, je vais me remettre moi sur mon PowerPoint. Alors, tac, 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 tac. Alors du coup, un peu compliqué de passer après Sébastien qui a été super complet. J'espère ne pas faire, ne pas paraître trop ridicule à côté. Non, il n'y a pas à être ridicule, Jason, ne t'inquiète pas. Il y a plusieurs manières de faire. C'est des témoignages qui seront complémentaires. Alors, PowerPoint, il rame un peu, excusez-moi, je passe toutes les diapos. Mais non, c'est justement ça l'intérêt de tous les ateliers thématiques. C'est de voir qu'on a un réseau qui est riche, qui est varié, qui est hétérogène. On travaille avec des offices de tourisme qui ont des moyens différents. Mais c'est tout ça l'intérêt, hein, c'est de voir qu'on va faire d'une telle manière dans un office de tourisme, chez nous on va faire d'une autre manière, on se nourrit les uns des autres et ça va probablement t'inspirer, ce que Sébastien a dit va t'inspirer et ce que tu vas dire va inspirer d'autres collègues. Donc il n'y a pas il a pas à être complexé là-dessus, Jason. Ne t'inquiète pas, tu fais du bon boulot. On y Bon, va ça pour marche. Saint-Lô-Aglo? On y va. Euh,
donc Sébastien disait qu'il avait été assez scolaire. Moi, je pense que j'ai été encore plus. Euh, moi, c'est Jason. Je suis référent numérique pour l'Office de tourisme de Saint-Lô-Aglo. Donc Saint-Lô-Aglo, c'est un territoire qui se situe vraiment dans le centre-Manche. Hein. Saint-Lô est la ville préfectorale. L'Aglo compte une soixantaine de communes et c'est un territoire qui compte environ 80 000 habitants. Voilà. Donc nous, au niveau de l'Office de tourisme, on dispose de 3 bureaux d'information touristique. Le principal qui est à Saint-Lô, un qui est à Torigny, qui est ouvert à l'année, mais les horaires sont moindres que celui de Saint-Lô, et un saisonnier qui se trouve dans le haras de Saint-Lô, le haras qui est vraiment un de nos sites emblématiques. Voilà. Au niveau de notre clientèle touristique, on a ceux qui sont en transit ou les excursionnistes, voilà, comme je l'ai indiqué, c'est-à-dire qu'ils viennent sur notre territoire et puis ils en profitent comme on est un secteur qui est assez central. Voilà, ils vont passer la journée sur les plages du débarquement, ils reviennent, ils partent vers le Mont-Saint-Michel. Enfin voilà, euh, on peut être une position stratégique pour celui qui a envie de découvrir la Manche, le Calvados. Voilà. Euh, on a également une clientèle locale forte, locale et touristique, euh, qui est plutôt représentée par les familles qui sont voilà l'un des l'une de nos cibles majeures, voilà, puisque c'est ceux qui sont le plus présents sur le territoire. Et puis, enfin, comme on est un territoire plutôt naturel, qu'on a la voie verte et le chemin de halage qui traverse complètement notre destination, on va avoir une clientèle voilà, de randonneurs, de cyclotouristes, etc. Puis on a la voie, la véloroute en fait des plages du débarquement au Mont-Saint-Michel qui passe en plein sur notre territoire, donc ce qui fait on a beaucoup de cyclotouristes. Voilà. Au niveau des labels, voilà, rapidement, on a obtenu la marque Qualité Tourisme et actuellement on travaille sur l'obtention du label Tourisme et Handicap. Et voilà, pour faire de la lecture, effectivement, côté stratégie, voilà, on a également une stratégie numérique qui fait que voilà, on essaie de renforcer notre visibilité sur les réseaux, en tout cas sur le web, et puis de proposer de nouvelles choses, ce qui nous conduit à la proposition d'audio. Voilà. Donc on peut passer à la diapo suivante. Merci Nicolas. Donc voilà, en fait, on a fait deux tests, voilà, deux tests audio. Alors oui, sur les publications, on a parlé de podcast, même si c'était surtout pour indiquer à l'utilisateur qu'il s'agissait uniquement d'audio. Après, on n'a pas poussé la solution jusqu'à l'hébergement, etc., comme on a pu le voir tout à l'heure avec Sébastien. Nous, c'était dans un premier temps destiné de l'audio destiné aux réseaux sociaux. Voilà. Donc, on a fait deux tests, cet été, donc avec le CO6A Mont-Saint-Lô à moi, qui fait partie de nos hashtags de référence. Donc là, c'est pareil, 3 enregistrements d'une moyenne de 5 minutes, diffusés hébergés par YouTube et qu'on relayait sur Facebook. Et voilà, donc comme je le mets, l'objectif, c'était pas de raconter une histoire. Pour nous, c'était vraiment d'indiquer des idées de sortie, etc. Un petit peu comme un flash info, un flash actu. Voilà. Et puis récemment, on a sorti les creepypasta de Mont-Saint-Lô à moi.
Donc là, c'est vraiment le côté. Donc c'était pour Halloween et c'était là plus de l'histoire pour le coup. Voilà. Donc là, on était plus sur du. Voilà, tout à l'heure, Sébastien disait au niveau du temps, il faut. Alors je sais plus comment tu l'as formulé, mais au niveau du temps, c'est selon ses besoins et selon ce qu'on a à raconter. Et donc là, c'était un petit peu ça pour les creepypastas, c'est-à-dire que on avait un audio qui pouvait faire 3 minutes et celui d'après 9 minutes. Voilà, c'est aussi c'est aussi du test et c'est aussi voilà selon comment les internautes ont reçu cet audio que on développera et on essaiera de correspondre le plus aux attentes. Mais il faut commencer aussi par une phase de test et voir ce que ça donne. Voilà. Donc on peut également passer à la diapo suivante. Donc, l'objectif de proposer ce nouveau format, c'était vraiment, oui, enrichir nos publications sur les réseaux sociaux et casser la routine. En fait, on a surtout, en tout cas surtout sur Facebook, où on peut retrouver régulièrement des publications, enfin majoritairement des publications pour donner des rendez-vous, pour aller sur telle animation, rendez-vous pour. L'idée c'était de voilà de casser le rythme et de proposer quelque chose de différent. En fait, on voulait déstabiliser l'abonné et susciter la curiosité. Un petit peu comme dans un supermarché où du jour au lendemain, ils changent les rayons de place pour, pour nous faire nous balader et chercher un petit peu. C'était un peu ça, on cherchait la déstabilisation. On voulait créer du lien entre nos réseaux sociaux. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait posté en tout cas la première série d'audio, c'est aussi ça mon Saint-Loup à moi, sur YouTube, on le relayait sur Facebook. Pour les creepypasta, en fait, on les a mis sur Facebook et ils seront prochainement sur YouTube et on a relayé aussi, on a communiqué un petit peu sur Instagram via euh, des, des stories. Voilà, donc essayer de créer un cercle en fait et de montrer aussi aux utilisateurs qui nous suivent sur Facebook qu'on a un compte YouTube, ceux qui sont sur Instagram, on a un compte Facebook. Enfin voilà, essayer de faire de créer du lien comme je l'ai mis sur enfin montrer qu'on a différents réseaux. Voilà. Mettre en avant des informations qui sans ce format n'auraient pas été diffusées. Oui, en fait, euh, on a l'été et les offices de tourisme, je pense que vous n'allez pas me contredire, c'est-à-dire que l'été, on a beaucoup d'initiatives locales, des associations qui vont créer des petits événements. Enfin voilà, ça bouge beaucoup. Tout le monde veut du public, tout le monde veut qu'on communique sur la manifestation. Et c'est un petit peu compliqué puisque pour que la communication ait un petit peu d'impact, on ne peut pas sortir des publications Facebook, par exemple, tous les quarts d'heure. Faut attendre que l'information remonte, qu'il y ait de l'interaction, etc. Et en fait, l'idée du podcast, c'était de pouvoir réunir pas mal de petites manifestations en une seule publication. Voilà. Atteindre de nouveaux visiteurs intéressés par ce type de contenu, et bah oui, effectivement, on a vu que il y avait un essor de l'audio digital, voilà, que tout le monde essaie de s'approprier un peu ce contenu, et puis de plus en plus de il y a de plus en plus de monde qui sont intéressés par ce type de format. Du coup, c'était histoire de voir également si nous, on pouvait susciter des envies et puis effectivement, toucher de nouvelles cibles, voilà, à travers ces audios. Et puis, fidéliser aussi nos abonnés qui sont déjà là en proposant
Pourquoi pas un nouveau rendez-vous, voilà, chaque semaine, etc. Un audio, voilà. Euh, Augmenter l'interaction et établir un lien plus intime. Et effectivement, en fait, on a, alors je sais plus comment je l'avais noté. Je me permets de prendre mes notes pour rien oublier. Euh, euh, Oui, voilà. En fait, pour l'augmentation de l'interaction, c'est plus dans le deuxième podcast qui est dédié à Halloween. En fait, ça nous a servi de support pour faire un petit jeu, on va dire. On a proposé 5 histoires horrifiques, forcément, période d'Halloween oblige. Certaines se sont déroulées sur le territoire, d'autres non. Et donc l'idée, c'était de proposer à, à nos abonnés de nous indiquer en commentaire si, d'après eux, l'histoire était vraie ou fausse. Après, pour le côté plus intime, je relierai ça du coup avec la dernière, le côté personnification. C'est vrai que de plus en plus, à la fois, on est de plus en plus connecté, mais on a de plus en plus besoin de l'humain. En fait, d'un côté, on est connecté et de l'autre côté, on regrette un petit peu l'ancien temps où on pouvait échanger et on a peur que le virtuel prenne trop de place. Et l'idée de proposer notre voix, la voix qu'ils peuvent retrouver aussi derrière le comptoir de l'office de tourisme. Enfin, je veux dire, on rentre presque dans leur salon et on recrée un petit peu du lien. Donc il y a un côté intime et puis un côté personnification. Les gens, je pense que les gens sont de plus en plus en demande de ça. Et le fait de faire ça soi-même, bah, comme je le disais, ça permet de proposer une voix, en l'occurrence la mienne pour ce cas de figure, mais voilà, moi ils ont pu, il y a des abonnés, c'est des locaux, ils viennent régulièrement à l'office de tourisme, donc on en parle après, etc. Et encore une fois, voilà, ça crée du lien, voilà. On peut, hop. On peut passer à la suivante. Euh, Alors, je suis beaucoup plus rapide. Euh, la recette d'un enregistrement. Alors, effectivement, moi, pour le coup, j'entendais parler de dictaphone tout à l'heure, voir si c'était possible. En fait, comme il s'agissait d'une première expérience, on n'a pas souhaité investir, voilà, donc j'ai tout simplement pris la tablette avec l'option d'enregistrement vocal. Alors après, c'est un petit peu délicat. Faut vraiment s'isoler et voilà, faut éviter un téléphone qui sonne, une porte qui claque. Voilà, sinon on peut vite être obligé de s'y remettre et de faire plusieurs enregistrements. Mais en tout cas, c'est possible. Voilà. Un ordinateur équipé de la suite Adobe. Effectivement, on avait déjà investi dans la solution Adobe pour tout ce qui est graphisme, etc. Puis c'est vraiment une base où il y a de nombreux logiciels. Et donc du coup, voilà, on a Premiere Pro qui est assez idéal pour le montage, même si je pense que euh, on peut retrouver effectivement un grand nombre de comment dire, disons que sur Audacity, je pense qu'on peut faire à peu près la même chose en ce qui concerne le son. Après, Premiere Pro, ça permet aussi de travailler les vidéos et donc ça permet, moi en tout cas, ça m'a permis de mettre une image d'illustration puisqu'en fait, pour l'enregistrement sur Facebook, c'est en tant que vidéo, même si il y a une image d'illustration fixe, j'ai dû l'enregistrer en tant que vidéo. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir l'image, le son et de sortir une version voilà vidéo pour pouvoir l'intégrer. Donc c'est pas du MP3, c'est de la vidéo. Euh,
Côté humain, oui, si jamais vous testez un peu plus tard le premier podcast, j'ai dû faire appel à des collègues parce qu'en fait, l'idée, c'était effectivement de faire un flash actu où on pouvait retrouver les dernières infos. Et puis, en gros, c'était de faire un prolongement entre le comptoir et l'audio où euh, j'ai des collègues qui pouvaient apporter un petit conseil, la petite sortie du week-end, etc. En fait, voilà, donc j'ai dû faire appel à mes collègues qui étaient parfois volontaires, parfois désignés d'office, voilà, et du temps. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Il y a d'abord les recherches. Alors des fois, les recherches, disons que ça peut tomber tout de suite quand on est sur de l'actualité. À partir du moment où on change et on essaie de proposer une autre thématique, je pense à la partie creepypasta et des histoires d'Halloween. Ça peut demander des recherches, tout un travail d'écriture. Forcément, il faut réécrire et l'adapter justement au côté audio. On l'enregistre, donc ça, c'est pas la partie la plus longue, sauf quand je le disais, quand il y a des portes qui claquent et des téléphones qui sonnent. Le côté graphisme pour l'image d'illustration et puis le montage. Alors effectivement, ça passe aussi par de la recherche de sons sympas pour venir égayer un petit peu et puis ajouter des petits effets sur notre audio. Euh, Côté contenu, bah, on a le côté vocal. Alors parfois même des bruitages faits maison où je trouvais pas le son qui correspondait. Donc voilà, je pense notamment pour une histoire, il fallait vraiment un bruitage tout simple, hein, le tap tap tap. Et en fait, je ne trouvais pas ce que je souhaitais, donc bah, je l'ai fait moi-même, Ah, attention, toujours avec la tablette. Jason, on va vouloir des démos de bruitage. Non, non, c'est très fait maison, hein. Voilà, et puis sinon, des sons qui proviennent de sites libres de droit. Alors, moi aussi, je proposais la Sonothèque, Universal Soundbank, parce qu'on retrouve pas mal de choses, et même YouTube. Voilà, donc on pioche à peu près dans les mêmes, dans les mêmes sites. Puis pour les photos, bah, également, il y a le côté photothèque de l'Office de tourisme quand on veut vraiment de l'image, d'illustration, de sites, etc. Puis sinon, bah, des contenus libres de droit. Alors pareil, je dirais comme Sébastien, il faut faire attention à savoir qu'il faut mettre le crédit, si c'est totalement libre, etc. Enfin voilà, vérifier les modalités de partage, etc. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, donc les points positifs, la richesse des contenus sur nos réseaux, comme je le disais au début, c'était vraiment de proposer d'autres types de contenus et d'enrichir, voilà, et de venir euh, changer le côté rendez-vous à telle salle pour le spectacle de et voilà ce type de publication, voilà, c'était d'enrichir nos propositions. L'émergence de nouveaux abonnés, oui, on l'a vu, on a eu quelques abonnés supplémentaires suite à ces diffusions, voilà, et qui étaient intéressés par ce type de format. Alors la diffusion d'un grand nombre d'informations publiées et partagées pour un même poste, bah, comme je le disais tout à l'heure, l'idée en fait c'était de reprendre plein de petites manifestations, de petites infos, etc. et de réunir ça sur un format de 3 minutes et sur une seule publication. Euh, voilà, l'idée c'est que sans ça, peut-être que on n'aurait pas pu mettre ces infos-là en avant. Donc ce format nous a permis de communiquer voilà, dessus et atteindre des personnes avec une publication qu'ils n'auraient pas eu autrement. Et oui, effectivement, en fait,
Sur un podcast, on va parler de différents événements qui sont organisés par différents organismes, des associations, etc. Et, euh, on va voir ces associations-là partager cet audio parce qu'ils sont évoqués pendant 15-30 secondes dans le podcast, mais ça va permettre aux abonnés de leur page d'avoir l'info pour les autres manifestations. Donc c'est plutôt positif point de vue communication. Le point négatif, bah, c'est le temps passé à préparer le contenu par rapport bah, aux bénéfices connus de la publication, comme je le mets en fait. C'est-à-dire que on a beaucoup. Alors, on a peut-être été un petit peu gourmand par rapport à la publication par semaine, parce qu'effectivement, ça demande de l'investissement au niveau temps et pour des retombées limitées en termes de partage, d'interaction, etc. Donc, voilà un petit peu nos points négatifs, on va dire. Et donc, voilà, comme j'essaie de résumer en bas, le résultat, il est positif. Hein, on est content d'avoir proposé ça, d'avoir proposé ces rendez-vous. Il y a juste le petit bémol en termes d'engagement par rapport au temps passé à élaborer et à construire ces, euh, ces audios. Voilà. Alors pour ce qui est de futures expériences, voilà, du coup on n'est pas contre. Après à voir si ce sera de manière ponctuelle, si ça rentrera dans lors de festivités, je pense à Halloween. En fait, ça partait plutôt bien, mes creepypastas d'Halloween. Malheureusement, il y a eu en plein milieu de la semaine l'actualité, l'annonce du reconfinement, etc. Bon, les gens n'avaient plus trop la tête à ça, donc je dirais que les deux premières voilà, commençaient à bien fonctionner et j'avais du retour pour la suite. Bon, bah voilà, j'ai du mal à me rendre compte parce que effectivement les gens voilà, je pense que les gens ont été pris par l'actualité. Donc voilà, pour résumer, plutôt positif. On renouvellera l'expérience. À quel moment, je ne sais pas encore, peut-être lors de la saison prochaine, mais voilà, on n'est pas fermé. Voilà. Merci Jason. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Je n'ai pas de questions dans le podcast, dans le chat. Alors on voit bien que ce sont deux solutions vraiment différentes, hein, entre celles qui sont différentes et complémentaires. Toi, tu as fait le choix de faire des publications, notamment sur YouTube. Je vous ai mis un petit lien dans le chat pour vous rendre compte des vidéos réalisées par Jason. On voit qu'également l'approche est différente au niveau des thématiques. Du côté de Sébastien, on a des approches beaucoup plus thématiques sur des légendes, des histoires mises en avant patrimoine. Toi, c'est plus une revue d'actu. Et ça, je trouve ça aussi intéressant, le flash, un peu le format flash info. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est hyper intéressant parce que là aussi, comme tu l'as dit, hein, le quotidien des offices de tourisme de renseigner notre traditionnel FMA. Ouais, Et que c'est vrai que c'est une demande qui est assez récurrente de la part des clientèles. Donc, on voit que là aussi, sur les thématiques, c'est complémentaire et c'est une autre manière de valoriser l'info qu'on diffuse dans les offices de tourisme. Donc, c'est hyper intéressant. En tout cas, voilà, hein, si vous avez des questions, vous avez dans la présentation là, qui est diffusée, vous avez les coordonnées de Sébastien et de Jason. N'hésitez pas à entrer en contact avec eux si vous voulez approfondir un petit peu le sujet. Donc, sur les questions de podcast, on a fait le tour parce que ça fait déjà 1h30 qu'on parle. On ne voit pas le temps passer. C'est passionnant et nos intervenants sont passionnants. Donc, du coup, impeccable. On va enchaîner alors sur un autre sujet, toujours dans l'univers sonore.
Mais on va enchaîner du coup avec Floriane de l'Office de tourisme Camp-la-Mer Normandie, qui elle va nous présenter les balades sonores. Alors on est sur un comment dirais-je, un format de visite guidée immersif, sonore, dans une bulle, sous une ombrelle. Et c'est hyper intéressant et je trouvais que ça complétait bien voilà, notre thématique du jour autour des sons. Alors voilà, on laisse la parole à Floriane pour nous présenter son retour d'expérience. Bonjour à tous. Est-ce que je prends la main sur le PowerPoint? Eh ben, je peux le passer. Je peux le passer Ok. si tu Je te veux. dis quand tu passes les slides. Ok. Ouais, pas de problème. Alors pour introduire cette présentation, ce n'est pas une visite guidée. Alors, excuse-moi. Je vais reprendre ce point-là ultérieurement. Je vais d'abord vous présenter la destination que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc nous, on est l'Office de tourisme de Camp-la-Mer. Donc nous avons fusionné en 2017. Autrefois, j'étais à l'Office de tourisme de Ouistreham. Donc, Caen et Ouistreham ont fusionné et plus d'autres bureaux d'information touristique, c'est-à-dire Colleville, Hermanville et Lyon-sur-Mer. Bon, aujourd'hui, voilà, on est une équipe de 25 personnes et voilà, on a une destination qui est, on peut dire qu'on est bien placé puisqu'on est au cœur du Calvados, donc pour sillonner le département, on est plutôt bien placé. Et puis, on a un certain nombre d'atouts. C'est vrai que Caen est quand même une ville avec une empreinte médiévale assez forte avec l'histoire de Guillaume le Conquérant. Donc ça, c'est vraiment un point très positif avec nos deux abbayes, l'abbaye aux Dames, l'abbaye aux Hommes. Et Caen et Ouistreham sont reliés par un canal de 14 km. Donc Ouistreham se situe à l'embouchure de l'Orne. Et donc, nous avons donc deux ports de plaisance. Le port de plaisance de Ouistreham, donc qui est vraiment juste à côté de la mer, et le port de plaisance de Caen. Ça, c'est un atout aussi. Et puis aussi les stations balnéaires. L'été, les gens sont beaucoup en demande de tout ça. Ouistreham, on va dire que c'est la plage de Caen. C'est vrai que c'est la première plage quand on arrive de Caen, d'Hérouville, mais aussi pour les gens qui arrivent de Paris. Puis les stations balnéaires de Colleville, Hermanville et Lyon-sur-Mer, qui aussi on se situe sur les plages du débarquement, donc sur le secteur de Sword Beach. C'est un secteur de 13 km qui va de Ouistreham jusqu'à Langrune-sur-Mer. Donc nous, notre communauté urbaine s'arrête à Lyon-sur-Mer. Et donc voilà, on a cet atout supplémentaire, l'histoire du débarquement. Et puis, on a aussi, comme il est écrit sur le slide, que nous avons aussi des liaisons maritimes qui nous emmènent en Angleterre. Au sud de l'Angleterre, à Portsmouth, c'est la Brittany Ferries qui assure cette liaison maritime. C'est un atout supplémentaire. Et donc, voilà, on a une destination qui est assez attractive, mais qui n'attire pas tellement les Anglais. Ils passent chez nous, mais en général... c'est vraiment un passage assez rapide pour aller vers Bayeux, les plages du débarquement. Mais c'est vrai que nous, on a surtout une clientèle de Normands, de gens qui viennent des Hauts-de-France et puis de Parisiens aussi, surtout. On a un peu d'étrangers, vous voyez sur les chiffres, 11% d'étrangers. Ce n'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. Voilà. Alors, on peut passer à l'autre slide. Du coup, pour présenter un peu, si tu veux, Nicolas, passer à… Voilà. Là, en gros, c'est l'équipe de l'Office de tourisme de Camp-la-Mer. On a plusieurs pôles. Le pôle patrimoine, dont je fais partie avec mon collègue Jean. Donc, moi, je suis référente littorale et Jean, il va être plus sur Caen et autour de Caen. Le pôle commercialisation qui va gérer notamment les groupes parce qu'on a une forte activité au niveau des groupes. Et puis le pôle promotion, communication. Je leur parlerai des podcasts, c'est très intéressant. Et puis le pôle accueil, c'est vraiment le cœur de notre métier. L'accueil, c'est vraiment très important. Donc on a un bureau aujourd'hui, on a un bureau d'information touristique à Caen et un à Ouistreham. Et l'été, nous ouvrons un bureau d'information touristique à Lyon-sur-Mer. Et c'est tout.
Et au Colville, on a un truck. Donc voilà, maintenant, on a un petit truck qui se balade un peu partout sur les points importants et qui va aussi se poster à Colville-Montgomery. Voilà, alors je vais passer vite fait sur les missions de l'Office de tourisme parce que c'est le slide 4, mais bon, en gros, c'est comme tous les offices de tourisme, hein, notre travail, c'est voilà, l'accueil des visiteurs, hein, c'est vraiment le plus important, la promotion et la communication, hein, c'est aussi très important, et puis aussi le fédérer ce tissu de socioprofessionnels, c'est le travail du service adhérent. C'est un gros travail, surtout sur une communauté urbaine aussi étendue que la nôtre. Voilà. Mais voilà, je n'ai pas trop envie de m'étendre sur ces sujets-là parce que finalement, on se rend compte pour vous parler aussi de la balade sonore, donc ce qui nous emmène sur l'autre slide. Donc, je reprends ce que disait Nicolas. Ce n'est pas une visite guidée, une balade sonore. Nous l'avons appelée la délicate. Le tout premier projet est né à Lyon-sur-Mer et Hermanville. Donc je n'étais pas là à ce moment-là. J'étais en congé maternité et donc c'était une balade sonore qui était proposée sur la thématique des villas d'Hermanville et Lyon-sur-Mer, la Belle Époque. Donc le nom de délicate, on trouvait que c'était assez élégant et ça collait bien avec le sujet. Et puis ensuite, moi, en 2018, quand je suis revenue au travail, on m'a proposé de travailler sur une version 2 de la délicate, mais pas à Hermanville et Lyon-sur-Mer, mais sur Ouistreham, Colville-Montgomery, sur la thématique du débarquement. Alors, qu'est-ce que c'est une balade sonore? C'est une approche, une découverte du territoire, avec un thème au départ. Donc, moi, je vais vous parler de celle de Ouistreham et Colville parce que c'est celle sur laquelle j'ai travaillé de A jusqu'à Z. Et donc, le thème qu'on a choisi, c'est l'occupation et le débarquement. Et après, un thème en amène plein d'autres dans une balade sonore. On ne va pas être focalisé uniquement sur l'aspect occupation-débarquement. Voilà, il va y avoir des sous-thèmes qui vont se dégager. Alors, on va identifier aussi des personnes ressources du territoire qui vont alimenter le contenu de cette balade. Donc ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, pour répondre aux questions, c'est l'Office de tourisme de Caen-la-Mer qui est porteur du projet. Et on travaille avec une start-up qui s'appelle Aken. Ils viennent de Nantes. C'est eux qui ont inventé le concept. Ils appellent ça de sonopluie. En fait, voilà, c'est le nom qu'ils donnent à ce concept-là et qui nous ont séduits par leur projet. Et donc, comment ça s'est passé? Alors, l'idée, c'est de faire une balade sonore avec des outils. Comme vous voyez sur la photo, ils portent, donc moi j'appelle ça un parapluie, hein, pour d'autres c'est une ombrelle, ça dépend de la météo, on va dire. Donc voilà, j'en ai un avec moi là. Donc ce qu'il y a, c'est que sur ce parapluie, vous avez un manche qui est en fait, dedans, il y a un GPS. Hein, c'est vraiment un concentré de technologie. Et ce qui est super avec ce concept-là, c'est qu'on n'a pas à intervenir au niveau de la technologie. Ça se déclenche tout seul parce que c'est une balade géolocalisée. Et donc, celui qui fait la balade n'a pas à appuyer sur tel ou tel bouton. C'est vraiment très simple d'utilisation. Donc, ce manche, sur ce manche, on va brancher un casque d'écoute. Et puis, donc, vous allez chausser votre casque, ouvrir l'ombrelle. Alors, l'intérêt d'ouvrir cette ombrelle ou ce parapluie, c'est de se mettre dans un cocon immersif, se plonger dans un sujet et ne s'occuper de rien d'autre. Un peu comme quand vous allez au cinéma et que vous voulez regarder votre film, vous êtes dans le noir. Bon, là, c'est un peu l'idée de porter ce parapluie. Après, ceux qui ne veulent pas ouvrir l'ombrelle, ils peuvent le mettre en bandoulière, ce n'est pas un souci. Donc, en fait, l'idée, c'est d'être en immersion. Et pourquoi on a
proposé ce projet-là, eh bien, c'était une approche du territoire. Le territoire, on le valorise via des visites guidées, des randonnées, des expos, plein de choses. Eh bien, ça, c'est encore une autre offre pour découvrir le territoire. Mais vous allez me dire, mais quelle est la différence avec une visite guidée ou un audio guide? Eh bien, la différence, c'est qu'un audio guide va vous parler d'histoire, de dates, de faits vraiment très historiques, on va dire, c'est presque comme un scolaire, on va dire. Là, on est plus dans le sensible, dans l'immersif. Donc, pourquoi on est dans le sensible? Parce que ce sont, je vous disais tout à l'heure, ce sont des personnes que l'on va rencontrer qui vont alimenter le contenu de cette balade. Donc, je vais vous détailler ça tout de suite, mais avant de passer au slide d'après, je voulais juste préciser que pour faire ce travail, on travaille aussi avec une compagnie qui s'appelle Digital Samovar, comme vous pouvez voir sur le slide. Et ce sont des artistes, c'est eux qui créent la balade. Donc nous, on travaille en co-construction avec ces gens-là. Ils viennent sur notre territoire et on va travailler ensemble pour créer cette balade sonore. Donc on peut passer à la slide d'après. Voilà. Et donc, au départ, il faut définir le sujet. Donc, c'était l'occupation et le débarquement. Le budget aussi. Donc, en fait, c'est un projet qui vaut 30 000 €. Donc, les recherches de financement, pour nous, ça a été la région, la communauté urbaine et l'office de tourisme. Sachant que la région et la communauté urbaine en ont pris une grosse partie. Après, comme je vous disais, c'est un travail en co-construction, c'est-à-dire que voilà, les artistes, ils ne vont pas se contenter de venir et se dire oh, bah, tiens, on ferait bien ça. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut que je les ai accueillis sur notre territoire. On a passé la journée ensemble. Je leur ai expliqué, parce que moi je suis guide aussi, donc je leur ai expliqué notre histoire, ce qu'on voit dans le paysage, ce que ça raconte. Voilà, leur raconter un peu pour qu'ils s'imprègnent un peu du sujet. Et puis, à partir de ça, voilà, ils visualisent les lieux, ils connaissent à peu près l'histoire. Derrière eux, ils font une recherche, hein, ils vont bouquiner, je vais leur prêter des livres aussi. Enfin, ça va être un peu un travail ensemble. Et puis, il va falloir cibler des personnes ressources pour faire voilà, des interviews de gens du territoire. Et donc, soit on fait un appel à témoignages par la presse, ce qui n'a pas été utile pour ce sujet-là parce que j'avais suffisamment de gens dans mon répertoire différents qui pouvaient témoigner sur le sujet. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire un appel par voie de presse. J'ai programmé, j'ai fait un planning d'interview avec différentes personnes, bien sûr. En discutant avec les artistes, je leur ai dit, bah voilà, je connais un vétéran, je connais une personne qui a vécu le débarquement, qui était un enfant de la guerre, un artiste qui a fait une œuvre commémorative, des enfants, des ados, des profs, voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des gens différents qui soient interviewés, mais aussi qu'il y ait des voix différentes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des hommes, des femmes, des enfants, des ados, parce que chaque voix, c'est une couleur sonore, c'est très important pour la balade sonore. Parce que si on n'a que des voix d'hommes, on va perdre un peu les gens. Il faut qu'il y ait quand même de la diversité sonore. Donc ça, c'est très important. Donc, les heures interviews, comment ça va se passer? Une fois qu'on a contacté toutes ces personnes-là, qui sont, on va les faire venir, soit on va aller chez eux, soit on va les faire venir à l'office. L'intérêt d'aller chez eux, c'est qu'on va avoir aussi une atmosphère sonore différente, très important. On est dans la cuisine du vétéran ou dans son salon, voilà, vous allez avoir une ambiance différente, c'est très important. Et bon, quand ce n'était pas possible, on les faisait venir à l'office de tourisme. Et puis, bah, les artistes m'ont dit, bah, Floriane, il faut que tu participes aux interviews parce que voilà, moi, mon rôle, c'était aussi d'être médiatrice, de les rassurer parce que ce n'est pas forcément évident d'arriver et de dire, de raconter sa vie, quoi, voilà, à des gens qu'on n'a jamais vus. Donc, du coup, mon rôle, c'était de rassurer ces personnes-là, de leur dire pourquoi on fait ça, quel est le but de ce projet. C'est très important d'être très clair dans l'idée. Et puis, bah, pendant l'interview, bah, éventuellement, mon rôle, c'était aussi éventuellement de poser des questions
auxquels les artistes n'avaient pas pensé. Donc, et puis, voilà, d'enrichir cet entretien. Donc, ce n'est pas une interview très classique, si vous voulez. On n'a pas une liste de questions et on note les réponses. C'est vraiment au feeling, c'est une rencontre avant tout. Et c'est ce que je disais à chaque fois, à chaque personne interviewée, c'est une rencontre. Donc, vous ne stressez pas, il n'y a pas de bonne réponse. L'idée, c'est vraiment d'échanger. On est parti là-dessus. À côté de ça, toutes ces interviews sont enregistrées et derrière, les artistes, ils vont tout réécouter, ils vont dérocher. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre tout ce qui les intéresse dans ce qui a été dit. Ça, c'est un gros travail derrière pour les artistes. Et voilà, parce que on a entendu en tout 19 personnes. Donc, ça fait une masse de travail. À chaque fois, c'était des interviews qui duraient à peu près 2 heures, pour certains même un peu plus. Donc, on va collecter toutes ces informations-là et de toutes ces informations-là vont sortir des thèmes qu'on va entendre, chez plusieurs de ces personnes. Et ces personnes-là, on va les faire dialoguer entre eux dans la balade sonore sans qu'ils se soient rencontrés. Donc, c'est assez rigolo. Donc, à partir de ces témoignages, les artistes vont créer un itinéraire dans la ville et va y avoir aussi une création sonore. Ça, c'est très important. Il y a un musicien qui est venu sur place, qui a écouté toutes les interviews, qui a pris l'ambiance du lieu aussi, qui a fait des prises de son, par exemple, au niveau du ferry, au niveau de différents endroits un peu typiques de notre territoire. Et puis, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, la balade sonore, donc on reste à Ouistreham, on ne va pas jusqu'à Colleville parce que le souci de ce genre de projet, on ne peut pas faire énormément de kilomètres. Si on invite les gens à faire une balade, ce n'est pas pour qu'ils marchent pendant 3 kilomètres, ce n'est pas possible. Il faut que ça soit un format de maximum 1h30 si on ne veut pas les perdre. Il faut que ça soit assez vivant et donc il faut que l'itinéraire soit assez court pour ne pas dépasser 7h30. Déjà, c'est très dur de ne pas dépasser 1h30 avec la masse de témoignages qu'on va recueillir. Donc voilà, ça c'est très important de faire attention au format. Voilà. Après, il faut, une fois que cet itinéraire a été créé, il faut tester la balade. Donc, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai dû la faire au moins 15 fois avec les artistes. On chausse le casque, on corrige là où ça ne va pas, parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez ces personnes ressources qu'on a écoutées qui vont nous guider dans cette balade, mais on a aussi une voix intérieure, c'est la voix d'un des artistes. Cette personne-là, elle va être le fil conducteur de tout cet itinéraire-là, et puis elle va avoir une approche poétique, voilà, c'est elle qui va donner l'aspect poétique de cette balade, et ça va faire le lien entre chaque voix qu'on va entendre. Et puis, c'est elle aussi qui va nous dire prenez le trottoir à gauche, attention en traversant. Voilà, c'est hyper sécurisé aussi comme projet. Donc, tout est détaillé et en fait, les personnes qui font la balade sonore ne peuvent pas se perdre. On ne leur donne pas de carte. Ils se laissent guider par le casque et le truc, quoi. Donc, ce n'est pas toujours évident pour certains qui ne peuvent pas lâcher prise comme ça. Mais voilà. D'un côté, il faut lâcher prise, d'un autre côté, il faut bien écouter les instructions de la voix intérieure. Donc ça, c'est hyper important parce que si vous partez ailleurs, on n'est plus géolocalisé et là, il y a bug. Donc, c'est très important de rester dans chaque point de géolocalisation. Chaque point se déclenche au passage du parapluie sur l'itinéraire. Donc, je ne sais pas si, Nicolas, on peut faire écouter un extrait de la balade avec le lien que c'est pas possible, non, j'imagine. Je peux t'envoyer peut-être… On n'a pas fait le test, mais je vais tester en live. Je clique sur le lien, on va voir si ça fonctionne. Ouais, et puis après, je vous expliquerai ce que vous avez entendu. On va bien voir. Après, ils te disent de s'inscrire, ça, tu zappes, tu fais directement… Je ne sais pas ce que ça va aller, point de vue son, j'espère que ça ne va pas faire du Larsen, on va voir. On peut essayer, on verra. De toute manière, je vais tester, mais pour information pour les participants,
Le PowerPoint sera diffusé ce soir sur notre centre de ressources sur le site web d'OTN. D'accord. Vous aurez accès du coup au lien. J'ai vu qu'il y avait un lien aussi dans la précédente slide avant. Donc voilà, vous aurez accès, mais on va faire le test. Abrité, Vous entendez? je retrouve l'intimité de la cabane que je fabriquais enfant. Je ferme les yeux. J'essaie de me remémorer mon souvenir d'enfance le plus doux. Mon petit journal intime, je l'ai là, je crois. Franchement, je crois que c'était la peur. Je me sentais bien sous la table ou aller dans l'abri que notre voisin avait fait. J'étais tranquille. J'écrivais, toujours à l'écoute. La liste commençait à partir du 27 avril 1944. La peur, c'était le gros bombardement le 27 avril 1944. Il n'y avait plus d'enfants, tout le monde était évacué. Hein. Je revenais de l'herbe au lapin, moi, parce que vous savez, je fais rire souvent les enfants quand je parle de l'herbe au lapin, mais c'est la vérité. Avec mon sac en jute, hein, et grand-mère me dit, tu t'es attardé, on entend les avions. Je dis oui, je m'en vais vider mon sac dans la cave. Le pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas laisser l'herbe chauffer dans la poche parce que les lapins auraient eu la diarrhée. Non, mais je sors de la cave, oh, les avions. Les bombardiers, ce bruit sourd. Tu entendais tout le temps ce bruit-là et tu les voyais, mais tu les voyais, c'est impensable. Impensable. Tu voyais les avions. Et ils tournent au-dessus de chez nous. Et puis tu vois que ça tombe. Je rentre bien vite. Grand-mère dit, tu t'attardes. Grand-mère avait une petite table de ferme, vite sous la table. Mais le pourquoi, j'ai déchiré toute la page. Et la question m'est souvent posée, c'était de voir tous ces noms que je connaissais, que ma grand-mère connaissait, que maman connaissait. Ça me faisait tellement, ça me touchait tellement que j'avais déchiré la page. C'est bon, non, Nicolas, je crois. Hein. Ouais. Alors attends, Ok. j'ai l'impression d'avoir perdu le PowerPoint en ayant lancé le lien. Je vais refaire nouvel écran, nouveau partage. Voilà. Ok. Et donc, ce que vous avez entendu, donc, en fait, quand vous faites la balade sonore, il y a vraiment un fond sonore qui rythme votre pas. Et vous avez cette voix féminine là qu'on a entendue au début, voilà, qui fait ce lien entre tous ces témoins. Et puis là, la personne que vous avez entendue, c'est Désiré. Lui, c'était un enfant de la guerre. Il raconte en gros, en fait, lui, il a écrit un journal intime quand il était enfant. Donc, il avait 8 ans au moment de l'occupation allemande. Et ce journal intime, il l'a toujours. Et donc, il nous l'a montré. Enfin, moi, je le connais bien, Dédé. Et donc, vous avez encore chaque jour, le 6 juin, qu'est-ce qui s'est passé, tel bombardement, etc. Donc, souvent, on lui pose la question, mais pourquoi tu as écrit un journal intime alors que c'était un contexte qui était terrifiant? Et il nous dit, voilà, c'est ce qu'il vous dit dans la balade sonore, c'était pour canaliser ma peur. Je me mettais sous la table, j'écrivais dans mon journal. C'est ma grand-mère qui m'avait donné le journal pour canaliser ma peur. Et donc voilà, ça c'est un exemple de voix qu'on entend sur cette balade sonore. C'est une rencontre avec tous ces gens-là. Et ce que je dis souvent aux gens pour que ça paraisse un peu plus concret comme concept, c'est quand on visite un pays, par exemple, ce qu'on apprécie, moi personnellement, ce que j'apprécie vraiment, c'est de rencontrer des gens du pays ou de la région qui m'expliquent comment ils vivent, voilà, c'est quoi leur tradition, etc. Et donc, si on ne rencontre pas des autochtones, parfois on ressent un peu de frustration. Et donc, cette approche, cette balade sonore, elle nous permet d'approcher ces gens-là, de les rencontrer. Bien sûr, on ne les voit pas en direct, mais c'est une façon d'approcher des gens du territoire qui nous fassent part de leurs souvenirs, de leurs sentiments, de leurs expériences. Alors là, vous avez entendu évidemment quelqu'un qui vous parle de l'occupation, mais à un moment donné, vous allez entendre une petite fille qui aujourd'hui a 12 ans,
et qui vous parle de son sentiment par rapport aux commémorations, à la guerre, voilà, ou des choses, ou des choses plus personnelles sur d'autres sujets. Donc, on ne tourne pas autour des souvenirs, on parle aussi de ce qu'on ressent, hein, on est vraiment dans le sensible. Et donc, voilà. Et puis, cet extrait, par exemple, que vous avez entendu, on l'a fait écouter aux élus parce que c'était important de les rassurer, de leur soumettre voilà, l'avancement du projet. On les a invités à une rencontre un matin, on leur a mis les casques, on leur a dit, bon, bah, voilà, vous allez entendre un extrait pour que vous connaissiez un peu la teneur de ce projet. Voilà, ça c'est très important hein, de faire valider l'avancée du projet par les élus parce qu'il faut les rassurer. Il y a un engagement aussi de leur part et un soutien. Donc voilà, une fois que ce travail-là est fait, donc si vous voulez, les artistes ils sont venus séjourner en Normandie, enfin à Ouistreham, 4 semaines en tout pour travailler sur le projet. Entre deux, on s'est appelé, voilà, ça n'a pas arrêté. Et puis, si vous voulez, le projet, il est allé jusqu'à travailler sur la toile du parapluie parce que, en fait, on a 2 sortes de parapluies. Donc, vous avez dû voir sur l'autre, enfin, vous verrez quand vous retournerez sur les visuels. En fait, on a demandé à des artistes de travailler sur les toiles des parapluies. Hein. Ce n'est pas juste histoire de voir une toile, c'est quand même que c'est un projet qui est totalement global et complet. Donc, on a fait appel à 2 artistes. Comme on n'arrivait pas à se décider pour l'un ou pour l'autre, ben, on a pris les 2. Et on a 2 toiles différentes, très différentes. Bon, là, je ne vais pas la déplier parce que sinon, on ne va plus rien voir. Mais quand vous viendrez essayer la balade sonore, vous verrez, ça fait partie du projet de travailler aussi avec des artistes qui bossent sur le visuel. Voilà, et puis après, il y a un gros travail de communication en interne avec donc juste l'Office de tourisme. Donc nous, pour lancer le projet, on a fait peut-être une erreur à ce sujet-là d'ailleurs, on a voulu lancer le projet juste avant les festivités du 75e, ce qui fait que le projet finalement, il est passé un peu inaperçu par rapport au nombre de manifestations colossales au moment du 75e. C'était peut-être pas le bon créneau en fait. Donc on pensait que ça allait être un bon support de com, l'anniversaire du débarquement, mais finalement non, je crois pas. On a aussi donc on a créé un visuel, des flyers qui rassemblent et la délicate de Hermanville et Lyon et en verso la délicate de Ouistreham-Colville parce qu'on ne va pas à Colville mais on parle de Colville. Et puis, on a fait aussi des cartes postales. On s'est dit, tiens, on va faire des cartes postales sympas. Les gens pourront après les mettre sur leur frigo. Voilà, on essayait de développer des outils de communication assez sympathiques. Voilà. Après j'avoue que niveau com, il faut pas rester sur ses acquis de départ. On a mis le paquet au début. Et puis, c'est vrai qu'après, c'est un peu retombé... pas dans l'anonymat, mais voilà, on n'a pas fait des chiffres délirants. Donc là, ça commençait à se relancer pendant l'été. Du coup, on retravaille à nouveau sur la com parce qu'on a peut-être un peu pêché de ce côté-là. C'est hyper important de relancer sans cesse la communication autour de ça. Et puis, la start-up, Aken, qui nous a vendu le projet, eux, ils assurent la maintenance. Donc, dès qu'il y a un souci, on les appelle, ils gèrent. Il y a un parapluie cassé, on leur envoie. Voilà, si la puce GPS, ça peut arriver, ça peut cramer. Bon, on envoie le manche. Enfin, ils sont vraiment très présents. Dès qu'on a une question, ils nous appellent. Pour voilà, régler nos problèmes. Et voilà, donc ça tourne bien. En général, si les gens suivent la balade sonore comme c'est indiqué dans le casque d'écoute, il n'y a pas de bug. Après, ce que je dis souvent aux gens avant qu'ils partent en balade, je leur dis, quand vous allez au cinéma, vous ne faites pas une pause au milieu du film pour aller fumer une cigarette dehors. Donc, ce qu'il y a, c'est quand vous commencez la balade sonore,
bah vous mettez dedans complètement, vous n'arrêtez pas pour aller chercher un croissant à la boulangerie et reprendre en cours de route parce que ça ne marchera plus. Il y aura un bug. Donc, il faut, quand on commence le truc, on va jusqu'au bout sans s'interrompre. Et puis surtout, ce serait dommage parce que 1h30, en fait, ça passe hyper vite. Et souvent, les gens nous disent ce que ça leur procure comme effet. Alors, ça dépend de la sensibilité de chacun. On a plus de retours positifs. Il y en a qui sont moins emballés parce que voilà, ils n'ont pas cette sensibilité-là. Ça, c'est très personnel. Mais ceux qui apprécient, c'est un temps où le temps s'arrête, comme au cinéma, c'est un peu pareil. Le temps s'arrête, on ne pense à rien d'autre, on est dans le sujet, on est emprunt à des émotions. Alors, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières, ce n'est pas l'objectif. Alors, bien sûr, il y a des gens qui nous disent « Ah, j'ai eu les larmes aux yeux ». Bon, ok, on a essayé de pas trop aller vers ça, mais voilà, il y a des gens qui sont très sensibles. Mais voilà, on est dans l'émotion et pendant 1h30, c'est un temps où on pense à rien d'autre et finalement on se sent reposé à la fin de cette balade sonore, on se sent bien, on a rencontré des gens, voilà, c'était. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est totalement individualiste, vous êtes tout seul avec votre casque et votre parapluie. Vous pouvez faire ça en famille quand même, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas. C'est après que vous allez échanger et que voilà, ça va être comme un film. Vous allez échanger, dire votre réaction, vos émotions par rapport à tout ça. Et du coup, voilà l'idée du truc. Donc, ce projet, l'objectif, c'était de valoriser le territoire au même titre qu'une visite guidée, une expo, etc., mais de façon différente. C'est une approche innovante. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Merci beaucoup, Floriane. Très intéressant, en tout cas. Très intéressant et on est totalement là aussi encore en lien avec notre thématique du jour sur le sonore, lié côté immersion, expérience, que recherchent beaucoup maintenant les offices de tourisme, les destinations générales. Et on voit que ça a l'air d'être plutôt bien réussi en tout cas. Et je le testerai en n'habitant pas loin. Mais oui, il faut nous le dire. Ouais, ça vaut le coup. Dans le chat, Zoé te demandait combien de parapluies l'office avait dispo. Eh bien, on en a 15. Donc, on fait la promotion de cette balade sonore aussi auprès des petits groupes, surtout que les petits groupes, c'est très tendance. Vu qu'on essaye d'avoir des moins gros groupes depuis le virus. Donc, c'est vrai que ce projet-là, on l'a lancé en 2019. Ça colle complètement avec l'esprit Covid, puisqu'on est individuel. Mais on peut faire ça en groupe. Il n'y a pas de souci. Il peut y avoir 15 parapluies qui partent en même temps. Ce n'est pas un problème. Sachant qu'on a 15 parapluies à Ouistreham et 15 parapluies sur l'autre thématique à Hermanville et Lyon, sur la thématique villa. Nous, à Ouistreham, c'est toute l'année, puisque notre bureau est ouvert toute l'année. À Lyon, c'est uniquement en saison. Voilà. D'accord. Et tu les mets en location? Comment ça se passe, la tarification? Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas abordé la question de la tarification. C'est 6 € en fait. Vous payez 6 € et vous êtes parti pour 1h30. Voilà. D'accord. Et c'est à partir de 12 ans, pas avant. D'accord. Sur le modèle éco, donc tu disais ça a coûté, il y a eu un coût initial de 30 000 €. 30 000 €, ouais. Pour le projet en global, je suppose la création de tu vois, le règlement de la CAN, le règlement de la compagnie également pour faire les créations. Oui, c'est compris dedans, le mixage, parce qu'elle est bilingue, donc la traduction, tous ces aspects-là sont compris dans les 30 000 €. Et la maintenance. Et là, voilà, ce que j'allais te dire, tu parlais, des fois, ça peut arriver qu'il y ait un parapluie, qu'il y ait une puce qui crame ou autre chose. La maintenance, c'est compris dans… C'est Aken qui assure. Par contre, quand il y a un parapluie qui sort, Aken récupère des royalties. Donc, c'est 2 € sur un parapluie qui sort. Donc, à chaque location, tu reverses 2 €. Chaque Aken. 6 €. Ouais. Oui, parce que sinon, ils ne vivraient pas de leur truc de façon un peu prolongée. Si tu veux, on a un bail de 3 ans avec ce concept-là. Et donc, à chaque fois il y a 6 € qui sortent, qui arrivent dans nos caisses, on en verse 2 à Aken.
Si on avait les moyens, la visite, enfin, cette balade sonore, on la ferait gratuite. Je ne te cache pas que ça nous aurait fait plaisir. Donc, que Aken récupère 2 €, ça nous semble normal. Surtout que leur maintenance est irréprochable. D'accord. Ouais. Marion qui te demande les retours clients. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est en général. Alors, on va avoir. Par exemple, je ne vous ai pas parlé des journalistes. Les journalistes, les blogueurs, la presse anglaise aussi a testé. Ils ont adoré. Franchement, ils ont trouvé ça génial. Donc voilà. Après, au niveau des individuels, on a un petit. Comment dire, un livre d'or. Donc voilà, on a pu, puis on a les commentaires directs dès qu'ils reviennent de la balade. La plupart du temps, c'est du positif, quoi. C'est très rare. Enfin, quelqu'un qui est insensible à ce genre de projet, il va peut-être pas se tourner vers ça, si tu veux. Après, ça peut arriver, mais on l'explique, nous, au comptoir. On forme les équipes d'accueil pour qu'ils soient très clairs avec les visiteurs. Et donc, on explique que c'est une expérience sensible, en immersion. Donc, les gens qui ne sont pas attirés par ça, ils ne le font pas. Et ça peut arriver, mais en général, c'est plus du positif, de l'étonnement, de la surprise. Vraiment, à chaque fois, voilà, les gens sont super contents, quoi. Je ne sais pas si j'ai dit suffisamment, mais voilà, c'est très positif. Il y avait une autre petite question. Est-ce qu'il y a une caution à verser lors de la location? Alors, je ne fais pas d'accueil, donc je ne sais pas, mais je crois que oui. Je pourrais. Je sais pas qui a posé la question, mais oui, je crois. Mais Océane, ta voisine de Terre de Nacre. Ouais, je te redirai, Océane, parce que là, j'ai un doute. Je crois que oui, ouais. Ça coûte quand même 300 € un parapluie comme ça. Donc, je pense que oui. Ouais, ok. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions, les participants? Alors que ce soit auprès de Florian, de Sébastien ou Jason, n'hésitez pas. Moi, je peux conclure quand même pour l'histoire de la balade sonore, c'est dire que voilà, si ça vous intéresse de faire une balade sonore chez vous, ça sera une autre offre, puisqu'il y a des histoires différentes sur chaque territoire, des gens différents, et donc ça sera une expérience totalement différente. Et une balade sonore ne fait pas concurrence à une autre balade sonore. C'est comme le cinéma, encore une fois. Un film, voilà, on peut aller voir 12 milliards de films, on sera toujours aussi content. Donc, et ce qui est très agréable, c'est de travailler avec cette société Aken et Digital Samovar, parce que c'est maintenant, voilà, c'est vraiment une relation professionnelle très agréable. Et bosser avec des gens comme ça, c'est génial. Voilà. Oh, super, c'est bien parce que c'est important quand on est accompagné, quand on travaille avec des entreprises qui tiennent la route, il faut le dire, parce que souvent, c'est vrai que dans les relations nous qu'on peut avoir avec tous les offices de tourisme, on a tendance souvent à entendre le négatif, dire ah, cette boîte-là, c'est compliqué et tout, mais c'est aussi bien d'entendre parler du positif. Et quand c'est agréable. on est avec une entreprise, c'est bien parce que ça peut être rassurant. Oui. Pour les offices de tourisme ou autres. Il y a vraiment un accompagnement, on ne se sent pas perdu. En plus, la directrice de cette start-up, elle a été directrice d'office de tourisme pendant de nombreuses années. Elle connaît nos problématiques de territoire, avec aussi les partenaires, etc. Et donc, c'est un vrai accompagnement, ne serait-ce aussi pour vendre le truc auprès des élus. Elle va pas nous laisser seuls, elle va être là et, pour défendre aussi bien dans son intérêt aussi, mais aussi dans notre intérêt de valoriser notre territoire. Donc, c'est vraiment très, très bien. C'est un beau travail en co-construction. Oh bah super. Mm. Ok. Pas d'autres questions? Alors, pour info et pour compléter, une boucle de rando avec sonorisation. Donc Zoé, si tu souhaites, Zoé, tu peux prendre la parole, tu peux ouvrir le micro si tu veux parler sur ton. Ouais. Ouais, c'est bon, on t'entend. C'est bon.
Donc, je disais pour conclure un peu sur le même thème, mais du coup, nous plus axé sur notre thème de prédilection, qui est la randonnée. On a installé cette année sur une de nos boucles qui s'appelle de l'Arbalète au Beaumelet, qui départ de Vassonville, donc à côté d'Auffay. Des panneaux qui font le lien entre le roman de Flaubert, Madame Bovary, et les lieux du territoire qui sont cités dans le roman. Et depuis plusieurs années, on a organisé des randonnées avec une troupe qui nous faisait des lectures d'extraits du roman, et on a décidé donc d'enregistrer ces lectures et de les ajouter. Donc les panneaux ont été installés cet été, et pour 2021, on va rajouter des QR codes qui permettront aux gens d'avoir accès à ces lectures avec une sonorisation. Il y a de la musique derrière. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est tout. Encore un exemple complémentaire. Oui, voilà, on va louer aussi des baladeurs MP3 du coup pour permettre aux gens qui ne sont pas équipés de pouvoir le faire aussi. D'accord. Ok, donc hyper intéressant. Pareil, si des OT sont intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher de Zoé, Office de tourisme Terroir de Caux en Seine-Maritime, si vous souhaitez avoir davantage d'infos. Alors donc, merci beaucoup à nos intervenants pour vos témoignages de qualité qui, j'espère, auront inspiré toutes les personnes qui étaient parmi nous. Vous savez, hein, c'est l'essence même des ateliers réseau. Hein. Les OT parlent aux OT. On est vraiment en toute convivialité. Alors, même si c'est virtuel, mais voilà, ça se passe toujours de manière très détendue, et c'est surtout ça qui est recherché par les gens qui participent aux ateliers. Comme c'est indiqué sur la slide, j'ai enregistré la séance. Alors, excusez-moi, j'ai loupé le début. J'étais pris dans le témoignage de Sébastien, donc j'ai dû louper 10 minutes, un quart d'heure d'enregistrement, mais vous retrouverez la vidéo ce soir en téléchargement sur le site web d'OTN dans le centre de ressources dans la rubrique atelier thématique. Je mettrai également à dispo la slide. Dedans, vous avez justement les contacts des intervenants. Et puis, je voulais également vous poser une petite question sur ces thématiques-là. Si ça vous inspire et que ça vous donne de l'envie, n'hésitez pas à nous remonter également d'éventuels besoins en formation sur ces thématiques-là, par exemple sur les podcasts. Vous savez que nous, à la Fédération, on s'occupe du plan de formation des salariés des offices de tourisme. Si vous avez senti des besoins émerger, des besoins en formation sur ces thématiques-là, n'hésitez pas à en parler déjà au sein, bien entendu, de vos hiérarchies. Et derrière, si vous souhaitez qu'il y ait des programmes de formation qui soient lancés, derrière, on peut aller à la recherche d'un organisme de formation spécialisé sur la thématique, à condition d'avoir à minima un groupe de 8 personnes à former sur la région. Mais voilà, pensez-y aussi quand vous avez des sujets que vous souhaitez voir approfondis ou abordés, eh bien, à nous remonter à la Fédé vos besoins en formation, et c'est des choses qu'on peut totalement mettre en place. Donc voilà, un grand merci à nos intervenants. Je vais vous garder en aparté tous les trois après pour qu'on fasse un petit débrief. Et puis le prochain atelier devait avoir lieu le 1er décembre, consacré à la thématique du SADI. Il va être malheureusement annulé parce que j'ai un des offices de tourisme avec le contexte qui ne peut plus témoigner. Mais sachez que pour ceux que ça intéresse et qui étaient inscrits également, on va refaire avec nos collègues des autres régions d'Aquitaine, des Hauts-de-France et de Bourgogne-Franche-Comté un web séminaire qui s'appelle les SADI Inspi. On avait mis ça deux épisodes qu'on avait fait au printemps. D'ailleurs, Sébastien avait déjà témoigné dans le SADI Inspi du mois de juin, je crois. On va en remettre un en place le 24 novembre. Viendra en remplacement de l'atelier réseau qu'on avait prévu sur le SADI le 1er décembre. Je ne sais pas si je suis hyper clair. En revanche, le prochain atelier qui, lui, est maintenu, ce sera le 8 décembre et qui sera consacré à la vidéo. Donc là, je sais aussi qu'il y avait des participants de ce matin qui étaient inscrits. Donc lui, pour l'instant, il est maintenu, hein, mais les intervenants sont toujours dispo. Donc ce sera dédié à la vidéo. Voilà, vous retrouvez le programme pareil complet des ateliers thématiques, ateliers réseau sur notre site web. Donc voilà, un grand merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher des intervenants ou de moi, hein, je relayerai. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci. Au revoir.